Et ce matin, 6 dossiers clés du risque d'affrontement avec l'Iran et ses répercussions sur les cours du pétrole, à la succession à la tête de la BCE et aux choix monétaires américains qui déterminent l'avenir du crédit et des investissements en passant par le commerce international et les tensions grandissantes autour de la Chine, sans oublier l'intelligence artificielle et son potentiel à remodeler l'économie et les marchés financiers. Chaque signal diplomatique, militaire, commercial ou technologique peut désormais peser sur les décisions des investisseurs et redessiner l'équilibre mondial. Accord ou affrontement à Téhéran, la République islamique avance désormais sur deux fronts. D'un côté, elle multiplie les signaux d'ouverture envers Washington dans l'espoir de desserrer les taux des sanctions économiques. De l'autre, elle se prépare plus discrètement à une confrontation armée. Ainsi, le guide suprême Ali Khamenei a placé les forces iraniennes en alerte maximale, tandis que le corps des gardiens de la révolution réactive sa doctrine dite de défense en mosaïque, précisément conçue pour absorber un choc initial et garantir une capacité de riposte viable. Ce double jeu n'est pourtant pas contradictoire, il traduit une logique de survie. En effet, le régime cherche à tirer parti de la négociation sans paraître fragilisé. Pour Khamenei, céder sans résistance signifierait une perte d'autorité interne, mais s'enfermer dans la confrontation reviendrait à isoler davantage le pays sur la scène internationale. En face, les États-Unis ajustent leur posture en combinant pression militaire et messages diplomatiques. Ainsi, le déploiement de deux groupes aéronavals, dont l'USS Abraham Lincoln, n'a pas seulement pour but de contenir l'Iran, il vise également à rassurer Israël et les monarchies du Golfe sur la solidité du parapluie américain. Par conséquent, le vice-président J.D. Vance a réaffirmé une ligne rouge claire: aucune capacité de fabrication d'armes nucléaires ne sera tolérée, quitte à recourir à la force si nécessaire. Sur le terrain, Téhéran s'adapte à cette pression en consolidant ses leviers militaires. Depuis plusieurs semaines, les navires iraniens multiplient les patrouilles dans le détroit d'Ormuz, par lequel, je vous rappelle, transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Parallèlement, les sites sensibles d'Aspahan et de Pickaxe Mountain sont fortifiés et enfouis afin de compliquer toute frappe aérienne. Ce processus de sanctuarisation rappelle les doctrines de résistance élaborées après les frappes israéliennes contre le Hezbollah en Syrie. Toutefois, la fragilité du régime demeure intérieure. Depuis la répression des grandes manifestations, la colère sociale persiste et la légitimité du pouvoir s'effrite. Dès lors, un conflit extérieur pourrait servir de catalyseur. Il pourrait, à court terme, rallier la nation autour du drapeau, mais aussi à long terme, précipiter l'épuisement d'un système déjà contesté. Sur le plan géopolitique, l'équation est explosive. En cas d'escalade, les conséquences dépasseraient la seule rivalité irano-américaine. Une frappe sur l'Iran bouleverserait immédiatement les équilibres du Golfe, fragiliserait les routes énergétiques mondiales et testerait les alliances russo-chinoises face à Washington. Autrement dit, chaque signal militaire ou diplomatique compte désormais, car entre dissuasion et affrontement, la marge d'erreur est désormais presque inexistante. Rumeur ou manœuvre, un éventuel départ anticipé de Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne rebattrait non seulement les cartes monétaires, mais aussi les équilibres politiques européens. Selon le Financial Times, la présidente pourrait quitter Francfort avant la fin de son mandat en octobre 2027. Officiellement, la BCE dément et temporise. Néanmoins, en coulisses, plusieurs capitales s'activent déjà pour placer leurs pions. Deux profils dominent les spéculations. D'un côté, Klaas Knot, classé parmi les faucons, qui défend une orthodoxie monétaire stricte. Ancien gouverneur de la Banque des Pays-Bas, il plaide depuis longtemps pour une politique restrictive face à l'inflation et pour une discipline budgétaire sans faille des États membres. Son credo reste inchangé: crédibilité avant flexibilité, quitte à prolonger des taux élevés au risque de freiner la croissance. De l'autre, Pablo Hernandez d'Écosse incarne, lui, une sensibilité plus colombe. Sans renier la cible des 2%, il insiste sur les risques liés au ralentissement économique et sur la nécessité de préserver la cohésion d'une zone euro déjà fragmentée. Désormais, à la tête de la Banque des règlements internationaux, il met en avant une approche pragmatique mêlant orthopraxie économique et diplomatie institutionnelle. Et en arrière-plan, Joachim Nagel et Isabelle Schnabel restent en embuscade. Le premier, fidèle
à la tradition de la Bundesbank, s'inscrit dans la continuité de la rigueur allemande. La seconde, longtemps fauconne, s'est récemment montrée plus modérée, un positionnement qui pourrait séduire ceux qui cherchent un compromis interne. Mais pour l'heure, les marchés, eux, restent étonnamment placides. L'euro n'a guère réagi, preuve que les investisseurs misent sur la continuité des politiques monétaires. Pourtant, derrière la façade du consensus, le choix du futur président sera décisif, car au-delà des taux d'intérêt, il déterminera l'équilibre entre rigueur anti-inflation et soutien stratégique à l'économie européenne dans un monde marqué par la hausse des dettes publiques, la rivalité avec Washington et le retour d'États interventionnistes. Autrement dit, la succession de Mme Lagarde dépassera le simple enjeu institutionnel. Elle dira quelle Europe monétaire se dessine pour la décennie à venir, une Europe de la stabilité budgétaire ou une Europe de la puissance économique. La Réserve fédérale des États-Unis serre le frein sans relâcher l'embrayage. Lors de sa réunion de fin janvier, l'institution a maintenu son taux directeur entre 3,5 et 3,75%, envoyant un signal limpide. Le cycle d'assouplissement est suspendu, pas enclenché. Le président Jérôme Powell a martelé que la Fed exige des preuves supplémentaires de reflux durable de l'inflation malgré 3 baisses de taux à l'automne 2025, présentées désormais comme une assurance contre un choc sur l'emploi et non comme le début d'un pivot. Le cœur du message des minutes est sans ambiguïté, l'inflation demeure la menace principale. Plusieurs membres jugent plausible un relèvement des taux si la désinflation s'essouffle. Cette symétrie, pouvoir resserrer autant qu'assouplir, marque un basculement doctrinal. La Fed passe d'une logique de soutien conjoncturel à une posture de vigilance permanente. Les indicateurs restant valides, en effet, cette prudence. Le marché du travail reste résilient, avec 130 000 créations en janvier, 130 000 créations d'emplois en janvier et un chômage limité à 4,3%, éloignant le spectre d'une récession imminente. Et dans le même temps, si l'inflation globale retombe à 2,4% sur un an, les composantes sous-jacentes, c'est-à-dire les services hors service et hors service et biens hors énergie, restent dynamiques sous l'effet notamment des tensions commerciales et des droits de douane. Autrement dit, la Fed redoute le pire scénario pour un banquier central, une économie trop solide pour justifier des baisses, mais une inflation trop tenace pour crier victoire. Les marchés doivent désormais intégrer l'hypothèse d'un plateau monétaire durable, c'est-à-dire des taux élevés longtemps, avec des conséquences directes sur le crédit, l'investissement et un secteur immobilier appelé à rester sous pression en 2026. La BCE, la Banque centrale européenne, démonte un mythe. La hausse des exportations chinoises vers l'Europe, elle ne vient pas des droits de douane de Trump. En effet, selon les économistes de la BCE, la forte hausse des exportations chinoises vers l'Europe ne s'explique pas principalement par les droits de douane américains. Contrairement aux craintes initiales, il n'y a que peu de preuves d'un détournement massif des flux commerciaux des États-Unis vers la zone euro. Alors certes, les taxes imposées par l'administration Donald Trump ont réduit les exportations chinoises vers le marché américain, mais la BCE souligne que l'essentiel de la dynamique actuelle provient de facteurs structurels internes à l'économie chinoise. En 2025, les exportations chinoises vers la zone euro ont progressé d'environ 8% contre 26% vers l'Afrique et 13% vers les pays de l'ASEAN. La hausse en Europe reste donc significative, mais nettement inférieure à celle observée dans d'autres régions. Pour les économistes, la clé, elle se trouve ailleurs, vers la faiblesse persistante de la demande intérieure chinoise qui pousse les entreprises à écouler à l'étranger leurs surcapacités industrielles. Cette stratégie est facilitée par la baisse des prix à l'exportation, par des gains de compétitivité et par l'expansion des capacités soutenues par l'État. Et cette pression commerciale, elle inquiète les industriels européens. Le président français Emmanuel Macron a évoqué une concurrence déloyale accrue alors que l'accès au marché américain se durcit. Sur le plan macroéconomique, l'afflux de produits chinois à bas prix pourrait aussi compliquer la politique monétaire européenne. L'inflation de la zone euro est retombée à 1,7% sous l'objectif de 2%, et si ces importations bon marché se poursuivent, elles pourraient accentuer les pressions désinflationnistes et retarder le retour durable de l'inflation vers sa cible. Et toujours dans ce contexte, le FMI adresse
un avertissement sévère à Pékin. Son modèle de croissance jugé déséquilibré menace autant l'économie chinoise que ses partenaires. Dans son examen annuel, l'institution accuse la Chine d'entretenir un modèle de croissance déséquilibré, générateur, je le cite, de gaspillage interne et de tensions externes. Son diagnostic est clair, l'économie chinoise reste trop dépendante de l'investissement public et des exportations au détriment d'une consommation intérieure insuffisante. Le FMI appelle ainsi à une mutation stratégique vers un modèle tiré par la demande domestique, un chantier colossal pour une économie structurée depuis 3 décennies autour de l'industrie et du commerce extérieur. L'ampleur de l'excédent courant estimé autour de 3,7% du PIB alimente par ailleurs les critiques. Il reflète en effet à la fois une compétitivité redoutable et une faiblesse persistante des importations liées à une demande intérieure atone. Selon le Fonds monétaire international, la sous-évaluation du yuan, estimée jusqu'à 16% en termes réels, confère un avantage artificiel aux exportateurs chinois et accentue les déséquilibres mondiaux. Les autorités chinoises contestent évidemment et avec vigueur cette analyse, invoquant l'innovation et la compétitivité structurelle de leurs entreprises. Mais au-delà du commerce, l'institution s'inquiète surtout des fragilités internes, crise immobilière prolongée, pression déflationniste persistante et dette publique en forte hausse attendue au-delà de 135% du PIB au cours des prochains exercices. Bref, près d'un tiers de la croissance récente provient désormais des exportations nettes, un signe de dépendance très préoccupant. Et en filigrane, eh bien, le message est géopolitique autant qu'économique. Sans rééquilibrage vers la consommation, la Chine risque d'exporter ses surcapacités au reste du monde, alimentant protectionnisme et tensions commerciales tout en fragilisant sa propre trajectoire de croissance à long terme. L'intelligence artificielle ne bouleverse pas seulement les entreprises, elle pose aujourd'hui un défi aux politiques monétaires américaines. À la réserve fédérale américaine, l'intelligence artificielle divise déjà les esprits avant même d'avoir transformé l'économie. En début de semaine, le gouverneur Michael Baer a tempéré les espoirs d'assouplissement rapide des taux, rejetant explicitement l'idée que les progrès de l'IA justifient une baisse immédiate du coût du crédit. En face, Kevin Warsh, candidat de Donald Trump à la succession de Jerome Powell, y voit lui au contraire un argument décisif pour trancher dans le vif. Bref, ce bras de fer oppose deux visions radicalement différentes de l'impact macroéconomique de l'IA. D'un côté, Warsh imagine une vague de productivité comparable à celle d'Internet sous l'ère Alan Greenspan. Structurellement, désinflationniste libérerait de l'espace pour des taux durablement plus bas. De l'autre, Baer conteste cette lecture simpliste. Alors certes, l'IA sera transformante pour l'économie, les emplois seront reconfigurés, ils procureront des gains de productivité un peu sur tous les secteurs d'activité, mais son adoption graduelle ne promet ni chômage massif, ni désinflation immédiate. Au contraire, elle pourrait même relever le taux neutre, c'est-à-dire l'investissement massif dans les infrastructures. On pourrait l'expliquer par les investissements massifs dans les infrastructures, les data centers, le secteur de l'énergie, la hausse des revenus anticipés, la chute de l'épargne des ménages qui pousserait l'équilibre des taux à la hausse. Sur le marché du travail, les deux camps s'accordent sur le fond mais divergent sur le tempo. Des emplois disparaîtront, de nouveaux émergeront, mais cependant, pour Baer, le rythme progressif de l'IA devra éviter un choc brutal. Les perturbations graves à court terme relèvent, selon lui, de la responsabilité du Congrès et de la société, non d'une Fed qui baisserait les taux pour amortir la transition. Pourtant, cette divergence dépasse le simple débat technique. Elle révèle des lignes de fracture au sein du FOMC. Chaque membre du comité n'a qu'une voix. Et Baer n'est pas isolé. La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hamack, partage l'hypothèse d'un taux neutre potentiellement plus élevé si la productivité explose. Traduction, même un président Warsh devrait composer avec un noyau dur de sceptiques pour imposer ces baisses de taux. Géopolitiquement, l'enjeu est majeur. L'administration Trump brandit l'IA comme levier pour exiger un soutien monétaire agressif à la relance. Mais si Baer et ses alliés prévalent, la Fed camperait sur une posture prudente, inflation encore fragile, incertitude sur le calendrier des gains de productivité et risque d'investissement inflationniste à court terme. Autrement dit, l'IA pourrait conforter un régime de taux plus élevé que ne l'espèrent les marchés et compliquer par ailleurs les ambitions de puissance économique de Washington face à Pékin.
Avant de faire un point sur la performance des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et en France comme aux États-Unis, c'est une pluie de résultats à laquelle feront face les investisseurs. Accor, Air France, Pernod Ricard, Nestlé, Orange, Airbus, Renault et GTT publient ou ont publié côté France ou Suisse, hein, puisque Nestlé a publié. Je vous rappelle que la publication de Nestlé est particulièrement attendue par les investisseurs. Après le scandale du lait infantile, les investisseurs, les financiers attendent des explications de la part de la direction de Nestlé. Côté américain, c'est Walmart et Alibaba qui seront scrutés de très près. Côté macroéconomie cette fois-ci, toujours côté outre-Atlantique, eh bien c'est le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui sera regardé de très près. Le marché de l'emploi évidemment, avec comme chaque semaine, comme tous les jeudis, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont attendues en légère baisse par le consensus des économistes. Regardons à présent ce qui s'est passé sur les principales places mondiales de la planète hier. Les principales places mondiales hier. En Europe, les bourses ont terminé en nette hausse portée par le rebond du secteur technologique et la progression des matières premières. Les valeurs énergétiques ont profité de la hausse du pétrole, tandis que les métaux et l'or ont soutenu le segment des ressources de base. Malgré ce regain de confiance, les marchés restent attentifs aux incertitudes politiques. La perspective d'un départ anticipé de Christine Lagarde de la Banque centrale européenne alimente les questions sur la gouvernance de la BCE et l'orientation future de sa politique monétaire. Dans ce contexte, l'euro a légèrement reculé alors que l'inflation reste maîtrisée, la croissance stable. Et dans ce contexte, dans cet environnement, le CAC 40 a gagné hier 0,81% à 8429 points. Le DAX s'est adjugé 1,16% et le FTSE 1,23%. Notez que l'Eurostoxx 50 a gagné 1,37%, sa meilleure séance depuis novembre. Aux États-Unis, les investisseurs reviennent vers les valeurs technologiques après un début d'année 2026 difficile, transformant certaines actions surévaluées en opportunités. Le Nasdaq Composite a progressé de 0,8% hier, sa plus forte hausse depuis plus d'une semaine et pourrait mettre fin à sa plus longue série de 5 semaines de baisse en près de 4 ans. Cette rotation s'explique par plusieurs facteurs. Les ratios cours-bénéfices de certaines actions techno ont fortement baissé, rendant le secteur plus attractif, tandis que les investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille après cette tournée vers la finance et les biens de consommation. Les résultats trimestriels solides de Cadence, Synopsys, DoorDash ou bien Shopify, ainsi que les projets massifs d'investissement dans l'IA et les centres de données soutiennent par ailleurs cette confiance. Notons également que le S&P 500 a gagné hier 0,6% et le Dow Jones 0,3% dans un contexte où la Fed reste prudente sur les taux et où les rendements du Trésor atteignent un peu moins de 4,1%. Enfin, les cours du pétrole ont fortement progressé hier, portés par une réévaluation du risque géopolitique lié à l'Iran. Le marché reste hyper sensible au choc d'offres. La demande mondiale est peu élastique et la capacité excédentaire mobilisable rapidement limitée. Et même un risque modéré de perturbation peut déclencher de fortes hausses. En cas de conflit, les principaux canaux d'impact seraient l'interruption des exportations iraniennes, qui, je vous le rappelle, sont modélisées entre 1,5 et 2 millions de barils par jour. La fermeture partielle du détroit d'Ormuz, c'est la principale que tout le monde connaît. Les attaques sur les infrastructures énergétiques régionales et la hausse des coûts d'assurance maritime et les réallocations des flux mondiaux. Or, hier, le vice-président américain J.D. Vance a indiqué que l'Iran n'avait pas abordé les lignes rouges fixées par Washington et que l'usage de la force restait une option. À Genève, les discussions entre envoyés américains et le ministre iranien Abbas Araghchi ont dégagé des principes directeurs, mais les divergences persistent. Maintenant, la prime de risque sur le marché. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a pris hier 4,35% à 70,35 $, effaçant ses pertes des dernières sessions. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, a lui gagné 4,59% à 65,19 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 février 2026 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons le Chronodax d'Éric Seban. À tout de suite sur TV Finance.